Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. On va se plonger aujourd'hui dans quelque chose qui semble tout simple en apparence, mais qui est en fait au cœur de la manière dont on raconte une histoire en français. Prenez une série de phrases, très factuelles. J'ai eu un examen, je suis allé au café, je me suis perdu. Bon, c'est une chronologie, mais c'est un peu sec, quoi. Maintenant, si on ajoute juste quelques mots. J'ai eu un examen difficile, mais j'ai réussi à me concentrer, donc je suis content, alors j'ai invité mes amis au café. D'un coup, ce n'est plus une liste, c'est une histoire. Notre mission aujourd'hui, à partir des documents qu'on a, c'est de décortiquer ces trois petits mots. Mais, donc et alors. On va essayer de voir comment, au-delà de la grammaire, ce sont de vrais outils narratifs. C'est exactement ça. On peut les voir comme des aiguillages du discours. Ils ne font pas qu'ajouter de l'info. Ils orientent la personne qui écoute, ils créent une logique. En fait, maîtriser ça, c'est la clé pour passer d'un français juste fonctionnel à un français vraiment authentique. C'est le squelette de l'histoire. Alors, commençons par le plus conflictuel des trois, peut-être. Mais, le connecteur de l'opposition. Les exemples de base sont clairs. Je voulais acheter un gâteau, mais j'ai oublié mon portefeuille. Simple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état d'esprit de la personne qui parle ? C'est une excellente question parce que mais en fait, il est rarement neutre. Il porte une tension. Prenez l'autre exemple. Elle est timide, mais elle parle très bien français avec ses professeurs. Le mais ici, il ne fait pas que relier de faits. Il met en lumière une contradiction qui nous surprend. Il souligne un effort. Sans ce mot, on a deux infos plates. Avec lui, on a le portrait de quelqu'un de complexe. Je vois. Donc, si quelqu'un dit je devrais travailler, mais je vais regarder un film », le « mais », c'est presque une confession. Il contient toute la culpabilité. Précisément, il met en scène ce conflit entre le devoir et le désir. Et sur le plan grammatical, la source le rappelle, c'est intéressant qu'on met une virgule avant « mais » quand il sépare deux propositions indépendantes. Elle aime les animaux, mais elle a peur des chiens. C'est une règle de clarté en fait. D'accord. Mais la vraie subtilité, c'est la logique. La source pointe une erreur courante. Dire « il a mangé mais il avait faim », c'est illogique. Ah oui. Le contraste ne fonctionne que si la deuxième partie vient vraiment contredire la première. Le bon exemple, c'est « il avait faim mais il n'a pas mangé ». Là, la tension est réelle. D'accord, c'est clair pour l'opposition. Maintenant, la conséquence. Le mot qui vient tout de suite, c'est « donc ». Il a l'air très direct, celui-là. Il l'est. Donc, c'est vraiment le connecteur de la déduction pure. C'est presque mathématique. Cause A qui entraîne la conséquence B. L'exemple est très parlant. J'ai raté l'alarme, donc je suis parti en catastrophe. La relation est directe, inévitable. Et la structure est rigide, c'est ça ? Voilà. La cause vient toujours avant, puis donc, puis l'effet. L'inverser, ce serait une erreur de logique. On ne dit pas « il part en vacances, donc il a fini son travail ». Non, bien sûr. C'est « il a fini son travail, donc il part en vacances ». Exactement. Vous dites que c'est presque mathématique, et je comprends bien l'idée de la logique formelle. Mais est-ce que c'est encore si net ? J'ai l'impression de l'entendre partout, dans des conversations qui n'ont rien de formel. Vous avez raison de le souligner. Son usage s'est un peu élargi. À l'écrit, il reste le marqueur de la logique formelle. Mais à l'oral, il peut parfois sonner un peu abrupt, presque autoritaire. Ah oui ? Bah oui, dire à quelqu'un « tu n'as pas fait ce que j'ai demandé, donc tu es puni », ça a un côté très froid. C'est une sentence. Ah, c'est intéressant ça. Il y a une dimension de pouvoir dans le mot « donc ». Absolument. Il ne fait pas qu'énoncer une conséquence, il l'impose. Il cherche à fermer la discussion. Et il a aussi cet autre usage, mentionné dans la source, où il sert à introduire une conclusion générale. En début de phrase. Oui. Après une longue explication, on peut dire « donc ». Pour résumer, la situation est compliquée. Là, il agit comme un signal. Attention, voici la synthèse. Ce qui nous amène, ça nous amène naturellement à son couvain « alors ». Ils ont l'air si proches, si donc peut être autoritaire, alors lui, il semble plus collaboratif, plus doux. C'est quoi la vraie différence ? C'est exactement ça. La différence, c'est une question de registre et de spontanéité. Si donc est une déduction logique, alors c'est une suite naturelle des événements. C'est moins une conclusion qu'une continuation. D'accord. L'exemple de la source est parfait pour ça. Il a plu toute la journée, donc le match est annulé. Ça sonne comme une annonce officielle. C'est un constat. Implacable. Voilà. Alors que « il a plu toute la journée, alors le match est annulé », c'est plus conversationnel. C'est ce qu'on dirait à un ami.
c'est une conséquence vécue, pas seulement constatée. C'est subtil. Je repense à un email que j'ai envoyé, j'ai probablement utilisé « donc » et ça a dû paraître un peu sec. C'est un réflexe courant. J'aurais dû utiliser « alors » pour proposer une suite de manière plus souple. Ben oui, parce que alors, il est beaucoup plus flexible. Il marque une réaction. La pluie a commencé, alors nous sommes rentrés. C'est immédiat. Et il peut aussi introduire une question, une suggestion. Alors, on fait quoi ce soir? Ah oui, c'est vrai. Essayer de faire ça avec donc serait très bizarre. Donc, on fait quoi ce soir? Ça sonnerait comme si c'était la conclusion logique d'un grand débat. C'est ça. Alors, ouvre une porte, là où donc la ferme. Pour bien comprendre tout ça, le mieux, c'est une mise en situation. Et les documents nous proposent justement une petite histoire, celle de Léa, 15 ans, qui prépare un projet scolaire. Oui, et c'est un excellent terrain de jeu. Dès le début, on est dans ses pensées. Elle commence par se dire « Donc, demain samedi, je me lève tôt ». Ce « donc » initial est intéressant. Ça nous montre que ce n'est pas un coup de tête. C'est un plan. Voilà, c'est la conclusion d'une réflexion. Et immédiatement, ce plan se heurte à un mur. La phrase suivante, « Mais j'ai oublié de demander à mon père si je pouvais emprunter l'appareil photo. » Et voilà. Le mai arrive et paf, premier conflit. Le plan parfait est déjà compromis. Et la phrase qui suit est cruciale. Alors, qu'est-ce que je fais? Pourquoi alors ici et pas donc? Ah, très bonne question. Si elle avait dit « donc, qu'est-ce que je fais ?» ça aurait sonné très cérébral, presque comme si trouver une solution faisait partie du plan initial. Alors que « alors qu'est-ce que je fais ?» c'est beaucoup plus spontané, presque un peu paniqué. C'est exactement ça. Le « alors » capture son désarroi du moment. En 3 mots « donc »,« mais »,« alors », on a eu l'intention, l'obstacle et la réaction. C'est d'une efficacité redoutable. La scène suivante, avec sa mère, est tout aussi riche. La mère hésite, puis elle cède. La phrase c'est « Sa mère soupira, mais finit par sourire ». Ce « mais », il est magnifique. Il contient tout le débat interne de la mère. Oui, son inquiétude et puis son amour qui l'emporte. Et juste avant, Léa utilise la logique pour la convaincre. Elle ne supplie pas. Elle argumente. Oui, elle dit « Donc, maman, si je pars maintenant, je peux faire le tour avant la pluie ». Elle lui présente son départ comme la conclusion logique de la situation. C'est très stratégique pour désarmer les objections. Très astucieux. Plus tard, elle rencontre son ami Luc. Il explique pourquoi il a fait un détour. Le sentier était fermé, donc j'ai marché par le champ. Là, c'est un donc purement factuel, non? Oui, purement explicatif. Cause-conséquence, il n'y a pas d'émotion. Mais la réaction de Léa, elle, est très différente. Elle lui dit « On pourrait travailler ensemble alors ». Et là, la différence éclate. Complètement. Si elle avait dit « On travaille sur le même sujet, donc on pourrait travailler ensemble », comment ça aurait sonné? Beaucoup plus directif. Presque comme une évidence qu'il ne pourrait pas refuser. Ça aurait mis une certaine pression. D'accord. Le « alors », c'est une invitation. Ça découle de la situation, mais ça laisse la porte ouverte. C'est une proposition, pas une déduction. C'est socialement bien plus habile. Et on arrive à la fin de l'histoire. La pluie tombe, Léa a oublié son parapluie. Et Luc sort le sien et dit « J'ai le mien, donc tu le partages avec moi ». C'est encore un usage parfait. Ici, le « donc » n'est pas autoritaire. Il est conclusif, dans le sens de l'évidence. C'est la seule solution logique. Voilà. Un parapluie, 2 personnes. La seule conclusion rationnelle, c'est de partager. Il utilise donc pour présenter la solution comme quelque chose d'indiscutable. C'est un donc de résolution. C'est vrai, ça clôt le problème. Et la toute dernière phrase de Léa, c'est une sorte de feu d'artifice. Aujourd'hui, c'était une journée un peu mouvementée, donc on a pas mal de photos. Alors, le projet va être génial. Décortiquons cette cascade. C'est sa pensée en direct. Premier niveau, factuel. La journée mouvementée a pour résultat logique, donc, d'avoir beaucoup de photos. C'est un constat. Cause-effet. Exactement. Mais ensuite, elle passe à un autre niveau. Le fait d'avoir beaucoup de photos l'amène à une conclusion plus subjective, plus enthousiaste. Alors le projet va être génial. Elle ne dit pas « donc il va être génial », ce serait trop mécanique. Le « alors » exprime une projection optimiste qui découle de la situation. On passe du constat à l'anticipation joyeuse. Bon, si on résume un peu tout ça, ce que je retiens, c'est que ces 3 mots sont des indicateurs de la posture de la personne qui parle. Ils ne servent pas juste à lier des phrases. Ils disent si on est dans l'opposition, dans la déduction froide ou dans un enchaînement plus souple. C'est la clé. Le choix n'est jamais anodin. Est-ce que je veux présenter mon idée comme une contradiction,
J'utilise mais. Est-ce que je veux imposer ma conclusion comme la seule logique? J'utilise donc. Est-ce que je veux proposer une suite, réagir spontanément? J'utilise alors. Maîtriser ça, c'est maîtriser l'art de se positionner dans une conversation. C'est ce qui rend un discours vivant et convaincant. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, une piste qui me vient. On a beaucoup analysé ces mots dans le contexte d'une narration, mais ce serait fascinant de les observer dans un tout autre cadre. Une joute verbale politique par exemple, ou un interrogatoire dans un film. Comment un mais peut servir à invalider l'argument de l'autre? Comment un donc peut piéger un adversaire en l'enfermant dans une logique? Et comment un alors, au contraire, peut désamorcer une situation tendue en ouvrant une nouvelle possibilité? L'analyse de ces stratégies pourrait révéler une toute autre dimension de ces petits mots si courants. Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a l'air toute simple en surface, mais qui est vraiment au cœur de l'enseignement du français. Comment est-ce qu'on enseigne ces petits mots qui changent tout? On va partir d'un matériel pédagogique pour niveau intermédiaire qui présente mais, donc et alors comme des outils clés pour complexifier son discours. Et c'est là que ça devient intéressant. Le matériel, il met en avant ses connecteurs pour, je cite, passer de phrases courtes à un récit fluide. La question qu'on va explorer, elle est purement pédagogique en fait. Pour un apprenant de niveau A2, peut-être B1 qui se bat un peu, est-ce qu'on doit tout de suite lui imposer la distinction subtile entre donc et alors? Ou est-ce qu'il vaut mieux, au début en tout cas, les traiter comme des quasi-synonymes de la conséquence pour l'encourager à parler? Exactement. Le cœur du problème, c'est ça. Nuance ou simplicité. Moi, je suis convaincu qu'enseigner la nuance dès le départ, c'est essentiel. C'est vraiment la seule façon de construire une compétence solide et d'éviter que de mauvaises habitudes s'installent. Et moi, je vais défendre une idée un peu à contre-courant. Je pense qu'à ce niveau, la simplicité est bien plus efficace. Il faut prioriser la fluidité, la confiance en soi, et que la nuance de registre, ça peut venir plus tard. Pour moi, l'enjeu est très clair. Quand on apprend une langue, on apprend aussi un code social. La distinction entre donc qui appartient à un registre plus soutenu, qui exprime une conséquence logique, et alors qui est plus oral, plus dans l'immédiateté, ce n'est pas un détail pour puristes. Non, c'est un marqueur social fondamental. Ignorer ça, c'est un peu comme apprendre à quelqu'un à tutoyer tout le monde, y compris son futur employeur. On lui tend un piège. D'ailleurs, le matériel qu'on analyse, il ne laisse aucune place au doute. Il y a un tableau, très clair, qui qualifie donc de formel et alors de familier oral. Les définitions sont nettes, donc pour la conséquence logique, alors pour la conséquence immédiate. Voilà. Il y a un tableau, c'est vrai. Mais je pense que l'esprit du texte, au début, va ailleurs. L'introduction parle d'un outil magique pour enrichir votre français. La promesse, c'est la fluidité, c'est la capacité à raconter une histoire. L'objectif premier, c'est de sortir l'apprenant de la communication de survie. Vous savez, des phrases hachées du type « j'ai raté le bus »,« je suis allé à pied ». Pour arriver à « j'ai raté le bus, donc j'ai dû y aller à pied », le plus grand pas, c'est de comprendre la fonction du connecteur. À ce stade, forcer un apprenant à se demander « bon, est-ce que c'est une déduction logique ou une suite d'événements? Est-ce que je suis dans un contexte formel ?» C'est ajouter un poids mental énorme, un fardeau cognitif comme on dit, qui peut complètement le bloquer. Je comprends cette idée de ne pas surcharger l'apprenant. C'est une préoccupation légitime, bien sûr. Mais je crois que c'est un mauvais calcul sur le long terme. Le matériel nous donne un exemple parfait de la différence de nature. Il a échoué son examen, donc il doit réviser. C'est une déduction pure, un lien de cause à effet presque mathématique. Et comparé avec « il était déjà 8 heures, alors nous avons sauté le petit déjeuner ». Ça, ce n'est pas de la logique, c'est une réaction. C'est la chronique d'un événement. Présenter ces deux outils comme interchangeables au début, c'est en fait sémentir par omission. On ne rend pas service à l'apprenant, on lui donne une béquille qui va devenir un handicap. Mais est-ce que cette distinction est si claire pour l'apprenant? Je n'en suis pas si sûre. Prenons les exemples du texte. Luc dit « Le sentier est fermé, donc j'ai marché par le champ ». Est-ce vraiment de la logique pure? Ou est-ce une réaction à un fait très similaire à « Il a plu toute la journée, alors le match est annulé ». Du point de vue de l'apprenant, la fonction perçue est la même. A s'est passé et en conséquence B s'est passé. Le but est d'établir ce lien. Et le matériel lui-même, il entretient cette ambiguïté. Il y a cet exemple, noir sur blanc, il a plu toute la journée, donc alors le match de football est annulé. En mettant les deux options, le texte dit explicitement à l'élève « Ici, vous avez le choix ». Comment peut-on d'un côté affirmer qu'il y a une différence fondamentale et de l'autre donner un exemple où ils sont interchangeables? C'est contradictoire. C'est une excellente remarque.
Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte se contredit presque. Il dit « soyez fluide », mais en même temps il donne des règles très strictes. Mais je ne lis pas cet exemple de la même façon que vous. Pour moi, en proposant donc alors, le texte n'efface pas la nuance, il l'illustre, il montre qu'il y a des zones grises. Avec donc, l'annulation du match est présentée comme la conclusion logique, inévitable de la pluie. C'est presque un règlement. Avec alors, c'est plus factuel, plus narratif. Il a plu et ensuite, on a annulé. La nuance est subtile, certes, mais elle existe. Et le fait qu'elle existe, c'est justement la raison pour laquelle il faut l'enseigner. On doit apprendre aux élèves à naviguer dans la complexité, pas la fuir. Surtout que si on se concentre que sur les cas où ils sont interchangeables, on passe à côté de toutes les situations où ils ne le sont absolument pas. Et c'est là que nos approches divergent. Vous voulez tout de suite l'équiper pour les cas complexes. Moi, je veux d'abord m'assurer qu'il maîtrise les, disons, 80% de cas simples. L'objectif au niveau A2-B1, c'est d'abord de construire la structure. C'est un objectif de syntaxe. On lui donne 2 outils pour varier son vocabulaire, pour ne pas dire « donc » à chaque phrase. C'est une stratégie d'échafaudage pédagogique tout simplement. On construit les fondations, qui sont la connexion logique, et les nuances de registre, les fonctions secondaires, ça, c'est le toit, les finitions. On ne pose pas le toit avant que les murs ne soient solides. L'analogie est bonne, mais je ne suis pas d'accord sur ce qui constitue les fondations. Pour moi, le choix du mot juste, ça fait partie des fondations, au même titre que la conjugaison du verbe. Si un élève écrit « je suis malade, donc j'ai allé au travail », on le corrige immédiatement, c'est une erreur de grammaire. Mais si, dans un mail à un recruteur, il écrit « j'ai vu votre annonce, alors je vous envoie mon CV », c'est une erreur de registre tout aussi grave. Ça le disqualifie. Le matériel est d'ailleurs très prescriptif sur d'autres points. Il insiste sur la place de la virgule, sur la concordance des temps. Pourquoi être si rigoureux sur la ponctuation et, disons, si laxiste sur le lexique? Ça n'a pas de sens. Le message qu'on envoie, c'est que la forme est plus importante que le sens et l'usage. Je ne crois pas que ce soit du laxisme, je pense que c'est du pragmatisme. Le risque d'une erreur de communication due à une mauvaise connexion logique, par exemple utiliser mais à la place de don, est bien plus grand et plus pénalisant qu'une légère maladresse stylistique. La priorité absolue, c'est la clarté du message. Et puis, vous parlez d'une erreur de registre, mais il y a plus. La différence, elle est aussi fonctionnelle, et c'est là que votre approche, je pense, devient trop complexe, trop tôt. Mais c'est justement mon point. La différence n'est pas que stylistique, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les présenter comme de simples variantes. Alors a une fonction de marqueur de discours, de démarrage, que donc n'a absolument pas. L'exemple dans le texte est parfait pour ça. Léa se retrouve face à un problème, et elle se dit « alors qu'est-ce que je fais ?» Ce « alors-là », il est intraduisible par « donc ». Il signifie « bon, vu la situation, maintenant quelle est la prochaine étape ?» C'est un outil de structuration de la pensée, de la narration. Si on enseigne à l'élève que « alors » veut juste dire « so » dans le sens de la conséquence, on le prive de cette fonction essentielle. On lui donne une définition incomplète de l'outil. Je suis entièrement d'accord sur le fait que cette fonction existe. Mais est-ce que c'est vraiment le cœur de la leçon à ce niveau? Regardons l'ensemble des exercices. La majorité écrasante des exemples, comme « nous avions faim, alors nous avons mangé », présente « alors » comme un pur connecteur de conséquences. C'est clairement cette fonction-là que le matériel veut faire acquérir en priorité. Le « alors » de début de phrase, c'est une fonction plus avancée. L'introduire en même temps que la fonction de conséquence, c'est risquer de créer une confusion énorme. L'élève va se retrouver avec 2 mots, donc et alors, qui parfois veulent dire la même chose et parfois pas du tout. C'est une recette pour la paralysie. On doit y aller par étapes. Étape 1, maîtriser la conséquence avec les 2 mots. Étape 2, au niveau B2 peut-être, affiner en introduisant les nuances de registre et les fonctions secondaires. Le problème avec cette approche par étapes, c'est un phénomène bien connu en didactique, la fossilisation des erreurs. Si un apprenant passe 1 an à utiliser alors et donc sans distinction, cette habitude va s'ancrer très, très profondément. La déconstruire plus tard demandera un effort cognitif beaucoup plus important que de l'apprendre correctement dès le début. C'est un peu comme apprendre à jouer au tennis avec une mauvaise prise de raquette. On peut taper dans la balle, on peut même gagner quelques matchs, mais on atteint très vite un plafond de verre. Pour progresser, il faudra tout désapprendre et réapprendre, ce qui est infiniment plus difficile. Le matériel nous donne les outils pour enseigner la bonne prise de raquette dès le premier jour. Pourquoi choisir de ne pas le faire ? Parce que le tennis n'est pas une bonne analogie. En tennis, si vous avez une mauvaise prise, la balle ne va pas où vous voulez.
En langue, même avec une mauvaise prise stylistique, si vous dites « il pleut », alors la cérémonie est annulée, dans un discours formel, le message passe parfaitement. La communication est réussie. L'objectif premier est atteint. L'enjeu à ce niveau, c'est la victoire communicative. C'est de donner à l'apprenant le sentiment qu'il peut construire du sens, qu'il peut se faire comprendre. Ce passage de « il pleut », match annulé, à « il pleut », alors le match est annulé, c'est un saut qualitatif immense. C'est ça qui donne la confiance pour continuer. Votre approche, en exigeant la perfection dès le départ, risque de décourager. Elle est élitiste, elle s'adresse à l'apprenant idéal, qui a une capacité d'analyse parfaite, pas à l'apprenant réel qui lutte pour aligner 3 mots. Je ne crois pas que ce soit élitiste, je crois que c'est respectueux de l'intelligence de l'apprenant. C'est sous-estimer les élèves de penser qu'ils ne sont pas capables de comprendre une distinction comme formel contre informel. Ils le font dans leur propre langue tous les jours. C'est une compétence transversale. Et le texte dit bien que le but est de devenir un locuteur plus convaincant. Être convaincant, ce n'est pas seulement être compris, c'est être adéquat. C'est choisir le mot qui non seulement transmet l'information, mais qui crée aussi le bon rapport avec l'interlocuteur. Utiliser alors à tort et à travers dans un contexte professionnel, ça ne vous empêchera pas d'être compris, mais ça nuira à votre crédibilité. Vous ne serez pas convaincant. On revient donc à l'objectif même du cours. Enseigner la simplicité, c'est atteindre un objectif à court terme, la fluidité, en sacrifiant l'objectif à long terme, l'éloquence et l'adéquation. Et moi, je pense que vous sacrifiez l'objectif à court terme, qui est la condition sine qua non de l'objectif à long terme. Si l'apprenant n'atteint jamais la fluidité parce qu'il est paralysé par le doute, il n'aura jamais l'occasion de se préoccuper de son éloquence. Il faut une hiérarchie. L'histoire de Léa dans le texte est un bon exemple. Elle utilise les connecteurs pour structurer son récit, pour le rendre vivant. L'énergie du texte est dans cette narration. On doit encourager cet aspect dynamique, cette prise de parole. On peut toujours corriger le registre plus tard par petites touches. Ce qui est difficile à construire, c'est la spontanéité. Et votre approche, à mon sens, la tue dans l'œuf. Bon, pour résumer ma pensée, je dirais que notre discussion met en lumière la tension au cœur même de ce matériel pédagogique. Mais pour moi, les distinctions qu'il établit, même si elles sont parfois mises à mal par certains exemples, sont la partie la plus précieuse de la leçon. Les ignorer ou les remettre à plus tard, c'est choisir la facilité au détriment de la rigueur. Et je reste persuadé que former un locuteur précis et conscient des enjeux sociaux de la langue dès le début, c'est le préparer à une communication bien plus riche et authentique. Le plus direct, moins anxiogène pour amener l'apprenant vers l'autonomie et la confiance. L'objectif premier à ce niveau, c'est de construire des ponts logiques entre les idées. Une fois que l'apprenant est un bon ingénieur de phrases, on peut lui apprendre à devenir un architecte du style. Chaque chose en son temps. Au fond, nous sommes d'accord que la nuance existe et qu'elle est importante. Le vrai débat, c'est de savoir quand l'introduire. Faut-il viser une précision immédiate au risque de freiner la spontanéité ou, au contraire, viser une aisance fonctionnelle, quitte à devoir corriger des habitudes bien ancrées plus tard? Le matériel source, en naviguant comme ça entre un objectif de fluidité et des règles très pointues, incarne ce dilemme et laisse finalement la décision entre les mains de celui qui enseigne et de celui qui apprend. On se penche aujourd'hui sur une leçon de français pour un niveau intermédiaire. Oui, une leçon qui porte sur les connecteurs logiques « mais », donc et alors. C'est ça. Et on a relevé quelques pistes pour, disons, amplifier son impact pédagogique. On commence. Allez. Le premier point, à mon avis, c'est que la distinction entre donc et alors pourrait être affinée. Ah oui. Pour éviter de créer une fausse opposition formelle contre informelle qui ne reflète pas tout à fait la réalité de la langue. C'est tout à fait ça. Cette distinction formelle-informelle, on la voit partout. C'est un peu une simplification de manuel. Oui. La leçon dit que donc est plus logique, plus soutenu, et alors plus oral, plus immédiat. Ce qui n'est pas faux en soi, mais c'est très partiel. Voilà. Et le risque, c'est que l'apprenant finisse par avoir peur d'utiliser alors à l'écrit. Il va se dire « Ah non, ça fait trop parler », alors qu'on le trouve partout, même dans de la très bonne littérature. Exactement. Le risque, c'est de créer un automatisme qui est erroné, et on passe à côté de la vraie richesse de ces mots. Du coup, la suggestion, ce serait de déplacer un peu le curseur. D'accord. Au lieu de se focaliser sur le registre de langue, on pourrait se concentrer sur l'intention. C'est quoi la texture de la pensée qu'on veut faire passer? La texture, j'aime bien le mot. Oui.
Alors ce serait le marqueur d'un déroulement, d'une narration, une conséquence qui s'inscrit dans le temps, presque un « et suite à cela ». Et donc, lui, ce serait vraiment le marqueur d'une conclusion logique, d'une déduction, un résultat presque mathématique. Je vois. Donc on passe d'une règle un peu sociale, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, à une règle de rhétorique. Quel effet est-ce que je veux produire? C'est exactement ça. Mais question, est-ce que ce n'est pas un peu trop complexe pour un niveau intermédiaire? Cette simplification, au début, elle n'est pas nécessaire. C'est une excellente question. Et je pense qu'il ne faut pas l'abandonner. Il faut la présenter comme une première étape, mais la nuancer tout de suite. D'accord. On pourrait dire, souvent, vous entendrez alors à l'oral et verrez donc à l'écrit, mais la vraie différence, elle est plus subtile. Et là, on introduit l'idée d'intention. Avec des exemples qui cassent le cliché. Justement, prenons celui de la leçon. Le président a terminé son discours, alors les journalistes ont commencé à poser leurs questions. Oui, il est très bien celui-là. Il n'y a rien de familier là-dedans. C'est factuel, c'est chronologique, un événement suit l'autre, tout simplement. Et si on disait « donc les journalistes ont commencé », ça sonnerait bizarre. Oui, On aurait l'impression que le discours contenait une preuve, qui forçait les journalistes à poser des questions. La cause serait purement intellectuelle. précisément. Vous mettez le doigt dessus. Maintenant, comparons avec. Toutes les études montrent une corrélation, donc nous allons lancer le projet. Ah oui, là, alors, serait trop faible. Complètement. Le lancement n'est pas juste un truc qui arrive après les études. C'est le résultat d'une analyse, d'une déduction. C'est clair. L'autre exemple de la leçon, il était déjà 8 heures, alors nous avons sauté le petit déjeuner, illustre parfaitement le côté narratif. C'est une histoire. Oui, Si on mettait donc, la phrase prendrait un ton de rapport, de justification. On se défendrait presque. c'est tout l'enjeu. Donner aux apprenants cet outil pour qu'ils choisissent en conscience est-ce que je suis dans la narration ou dans l'argumentation. Et cette idée de conscience dans le choix, ça nous amène directement à l'outil principal de la leçon. L'histoire de Léa. Exactement. Cette histoire, elle est super, mais elle pourrait être transformée en outil d'apprentissage bien plus interactif. Oui, tout à fait. Pour l'instant, l'histoire fonctionne comme une vitrine. On lit, on voit les connecteurs en action. C'est une démonstration. C'est une lecture passive. Voilà, l'apprenant est un peu spectateur, alors qu'il pourrait devenir acteur, un co-constructeur du sens. C'est ça, le support est excellent, mais il est sous-exploité. L'idée, ce serait de le fragmenter pour l'intégrer dans une démarche plus active. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Il y a plusieurs options. La plus simple, c'est le classique texte à trous, mais avec un twist. Ah. On donne « Le sentier était fermé, j'ai marché par le champ ». L'apprenant choisit entre « mais »,« donc » ou « alors ». Mais le plus important, c'est l'étape suivante. La justification. Exactement. On lui demande « Expliquez votre choix ». C'est là que l'apprentissage se fait vraiment. L'apprenant doit verbaliser son raisonnement. J'ai mis donc parce que c'est la conséquence logique. Cette étape est cruciale, oui. Elle force à passer de l'intuition à une règle consciente. On pourrait imaginer autre chose, peut-être de plus analytique. Tout à fait. Une deuxième approche, ce serait ce que j'appellerais des pauses analyses dans le texte. Des pauses analyses, j'aime bien. On garde le texte, mais après une phrase clé comme « Le ciel était gris, mais le soleil perçait par moments », on met un petit encadré. Avec une question. Oui, du style « Pourquoi mais ici ? Quelle est l'opposition exacte ?» L'apprenant est obligé de s'arrêter, de déconstruire la phrase. Ça transforme la lecture. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on ne leur apprend plus seulement 3 mots. On leur apprend à lire de manière critique. C'est le but. On pourrait même pousser le truc plus loin, proposer des choix qui changent le sens de l'histoire. Comment ça ? Par exemple, Léa était fatiguée, elle a continué à marcher. Si on choisit mais, Léa est courageuse. Si on choisit donc, ça devient absurde. Et on peut discuter du pourquoi ça ne marche pas. On joue avec la langue. Ah oui, c'est une excellente idée. On ajoute une dimension ludique, créative, et ça change complètement la posture de l'apprenant. Il n'est plus en train de consommer une info, il construit une compétence. Et cette réflexion sur le choix du mot et l'effet produit, ça nous amène logiquement à une dimension encore plus profonde. Oui, en effet. Le troisième point, le fait que le matériel se concentre beaucoup sur la grammaire, mais qu'il pourrait explorer comment ce choix de mots révèle la personnalité, la perspective de celui qui parle. Voilà. C'est la coulée d'analyse qui peut vraiment faire passer la leçon à un niveau supérieur. Pour l'instant, on traite ces mots comme des outils, des chevilles logiques. Ce qu'ils sont, en partie.
ce qu'ils sont, bien sûr. Mais c'est comme décrire un pinceau en ne parlant que de ses poils, sans jamais mentionner la peinture ou le tableau, quoi. Le choix d'un connecteur, c'est une signature de style. C'est une perspective presque littéraire. Est-ce que ce n'est pas un peu trop avancé pour des apprenants qui cherchent juste à faire des phrases correctes? Je ne crois pas, si on l'ancre dans du concret. La suggestion, ce serait d'ajouter une section sur la voix narrative ou la signature logique. L'idée, c'est de montrer que ces mots ne sont pas interchangeables. Comment on ferait ça simplement? On pourrait proposer une petite grille de lecture. Par exemple, quelqu'un qui utilise très souvent « donc », eh bien, il structure sa pensée de manière très cartésienne. Cause, conséquence, c'est une pensée qui se veut rationnelle. L'ingénieur ou le scientifique qui présente ses résultats, par exemple. Exactement. À l'inverse, quelqu'un qui utilise beaucoup « alors » se positionne plus comme un compteur. Sa pensée avance par enchaînement d'événements. C'est un flux, une narration. Et mais? Ah, mais, c'est peut-être la personne nuancée, qui voit toujours le contre-argument, ou l'éternel indécis. Une fois qu'on a posé ce cadre, on peut revenir à l'histoire de Léa et l'analyser avec cette nouvelle grille. Et là, ça devient puissant. Donnons un exemple concret. La première réflexion de Léa dans le texte. Oui. Elle dit « Donc, demain, samedi, je me lève tôt, mais j'ai oublié de demander. Alors, qu'est-ce que je fais ?» Cette séquence, c'est une vraie radio de son processus mental, en 3 temps. D'abord le plan. D'abord le plan. Donc, c'est la logique, la planification. Léa organise sa journée. Ensuite l'obstacle. L'obstacle, la faille. Mais, c'est le problème qui surgit qui casse la belle logique du donc. Et enfin, La réaction. la réaction face à l'impasse. Alors, ce n'est plus une conclusion logique, c'est une réaction spontanée, presque orale. C'est le moment où elle se parle à elle-même. C'est incroyable. En 3 mots, on a le cycle complet. Plan, problème, réaction. Ce n'est plus de la grammaire, c'est de la psychologie de personnage. C'est exactement ça. Et présenté comme ça, c'est non seulement accessible, mais ça donne une clé d'expression qui est incroyablement riche. On leur montre que maîtriser une langue, ce n'est pas juste appliquer des règles, c'est faire des choix expressifs. Pour résumer, donc 3 pistes principales se dessinent. Oui. Premièrement, affiner la distinction entre donc et alors. On oublie un peu le formel-informel pour se concentrer sur l'intention. Déduction logique contre séquence narrative. C'est ça. Deuxièmement, transformer l'histoire de Léa, qui est un support passif, en un module d'apprentissage actif, avec des exercices intégrés, des pauses d'analyse. Pour forcer une réflexion active. Et enfin, 3e point, explorer la dimension stylistique. Ajouter une section sur la voix narrative, pour montrer que le choix de ces mots, c'est une façon de façonner son discours, de révéler sa personnalité. En somme, l'idée est de faire évoluer la leçon. D'une explication de règles, elle deviendrait une initiation à l'art du style en français, même à ce niveau. Le fondement de cette leçon est vraiment excellent. Le contenu est clair, l'approche narrative est très bonne. Tout à fait. Ces ajustements visent simplement à en décupler l'efficacité pour en faire une expérience d'apprentissage encore plus marquante. On serait ravis d'examiner une nouvelle version si vous décidez de poursuivre sur ces pistes.